Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours. Au programme d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux séries de Fourier et aux espaces de Hilbert. Donc on va commencer avec des espaces de Banach qu'on va caractériser par des séries dites normalement convergentes, puis nous présenterons les espaces de Hilbert, leur définition, donnerons un critère de totalité et donnerons le cadre dans lequel on pourra s'assurer d'une décomposition sur une base. Enfin, nous terminerons par des espaces fonctionnels classiques, notamment les espaces L1, L2 et L infini. Et nous finirons aussi par définir ce que sont que les séries de Fourier. Cette personne que vous avez vue, hop, qui est-ce? Donc, vous l'avez reconnu ou pas reconnu. Étant donné que vous avez vu trois personnes qui sont là, Banach, Hilbert et Fourier, qui sont sur cette feuille, d'après vous, de quelle personne s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit effectivement de Banach, de Hilbert ou de Fourier? Hop, hop, vous le voyez. Bon, en fait, il s'agit de David Hilbert. Donc David Hilbert, c'est ce mathématicien allemand qui, en 1900, a présenté au monde 23 problèmes qui sont autant de défis pour les mathématiciens du XXe siècle, défis qui ont été relevés pour certains problèmes, mais pas pour tous. Donc il reste encore quelques problèmes, pas beaucoup, un ou deux je crois, problèmes qui n'ont toujours pas été résolus, des problèmes de Hilbert. Donc si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ok, voilà, donc on va présenter brièvement le plan. Donc ça, vous l'avez vu, hein, d'abord Banach et Hilbert, puis les espaces fonctionnels classiques, enfin les séries de Fourier et les points essentiels du chapitre. Alors, commençons. Un espace de Banach, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un espace vectoriel muni d'une norme et tel que toute suite de Cauchy converge. Donc si on a une suite de Cauchy, à ce moment-là, il existe un L tel que UN, cette suite de Cauchy, converge vers L. Ça, c'est la caractérisation des espaces complets. Donc, si on a un espace vectoriel normé complet, à ce moment-là, on appelle ça un espace de Banach. Une suite de Cauchy étant définie par le fait que UN moins UP tend vers 0 lorsque N et P tendent vers l'infini. D'accord? Donc, on a une définition très simple de l'espace de Banach et on a tout de suite une caractérisation par une série normalement convergente. Un espace en fait est de Banach si et seulement si il s'agit d'un espace vectoriel normé. Pour vérifier la complétude, plutôt que de vérifier que toute suite de Cauchy converge, eh bien, il nous suffit de vérifier que toute série normalement convergente est convergente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une série normalement convergente? La notion d'être normalement convergente, c'est simplement que la somme des normes de UN converge. D'accord? Si on a l'implication somme des normes de UN converge implique somme des UN converge, à ce moment-là, on a un espace qui est finalement normé complet, c'est-à-dire un espace de Banach. Condition nécessaire et suffisante. Quand on a un espace de Banach et que cette norme est issue en réalité d'un produit scalaire, à savoir qu'il existe un produit scalaire tel que la norme de U, c'est la racine du produit scalaire de U avec lui-même, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Donc la notion d'espace de Hilbert, à partir du moment où on a compris l'espace de Banach, est très simple. La norme est en fait issue d'un produit scalaire. Donc on a un petit rappel de ce que c'est qu'un produit scalaire. Ici, on peut très bien travailler sur C plutôt que de travailler sur R. Et à ce moment-là, la définition du produit scalaire, elle est donnée ici. Il faut que lorsque vous prenez U, un vecteur quelconque, vous avez U scalaire U doit être positif avec l'égalité à 0 si et seulement si U vaut 0. Vous avez U scalaire V, c'est le conjugué de V scalaire U. Et vous avez une linéarité par rapport à la première composante.
et une antilinéarité, c'est-à-dire que si vous avez une combinaison linéaire qui va sortir, une combinaison linéaire de alpha u plus bêta v, donc u scalaire, cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire avec des coefficients qui sont pris au conjugué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'antilinéarité ici. Là, c'est la linéarité. D'accord? Donc, avec toutes ces propriétés-là, on se retrouve effectivement avec un produit scalaire. Et si votre espace est norme et complet avec ce produit scalaire-là, vous allez pouvoir définir une norme comme étant la racine du produit scalaire, et vous avez un espace de Hilbert. Donc, dans un espace de Hilbert, alors, vous avez, imaginez que vous ayez une suite d'éléments de H de votre espace de Hilbert qui sont 2 à 2 orthogonaux. Alors, on a une équivalence entre le fait que la somme des UN carrés, des normes de UN carrés convergent, et la somme des UN converge. Donc, vous voyez que c'est deux séries qui ne sont pas pareilles. Hein. Ici, vous avez une série de réels positifs, puisqu'on a déjà pris la norme de UN et on a mis au carré, donc c'est une série de réels positifs. En tant que série convergente, donc on a d'un côté cette propriété-là, une somme de UN carré, donc une somme de réels positifs, et dont on sait qu'ils sont convergents. Ça, c'est équivalent au fait que la somme de 0 à l'infini des UN est convergente, que cette série est bien convergente. Qu'est-ce que c'est qu'une série convergente? Ici, c'est une série de termes UN, où UN appartient à notre espace de Hilbert qui est H. D'accord? Donc, ce n'est pas une série de réels positifs comme à gauche, mais par contre une série de UN, où des UN sont des éléments de H. Et on a alors quelque chose qui ressemble à une formule de Pythagore, en fait, hein, puisque en fait, vous avez la somme des UN que vous mettez au carré. Quand on la développe, vous avez la somme des normes au carré. Et puis, tous les doubles produits, c'est du UP scalaire UQ. Et ça fait 0 parce que vous travaillez avec une hypothèse qui est essentielle, qui est que les UN sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, leur produit scalaire est égal à 0 à partir du moment où vous avez UK scalaire UL. D'accord? Où K est différent de L. Voilà. Donc là, pour comparer un petit peu avec ce qu'on avait vu, comme on est dans un espace de Hilbert, c'est en particulier un espace de Banach, et on avait vu que dans les espaces de Banach, si vous avez que la somme des normes de UN converge, ça veut dire que la somme des UN converge. Ok? Une condition suffisante. Mais ici, il s'agit d'une condition nécessaire et suffisante, mais à condition que nous avons l'hypothèse supplémentaire que les UN sont 2 à 2 orthogonaux. Alors pour comprendre ça, il y a une preuve, et je vous dis, en fait, la preuve est très très simple. Ce qui fait faire vraiment marcher la preuve, et qu'il faut bien comprendre, c'est ça. D'accord? C'est une égalité dont je vous ai déjà parlé, qui est l'égalité de Pythagore. C'est-à-dire qu'on va prendre des UN, on va sommer de P jusqu'à Q, et on prend la norme. Et bien quand vous développez ça, vous avez la somme des normes au carré, et les doubles produits sont nuls. Donc on a l'égalité. On a l'égalité de ces deux termes. D'accord? À partir du moment où on a l'égalité de ces deux termes, on voit bien que lorsque vous faites tendre P et Q vers l'infini, imaginez que cette série-là est une série convergente. Ce terme-là, en fait, c'est quoi? C'est la somme partielle, la somme des UK de 0 jusqu'à Q, moins la somme des UK de 0 jusqu'à P-1. Donc c'est une différence de somme partielle. Donc il s'agit en fait de une quantité qui apparaît dans le critère de Cauchy. D'accord? Donc si vous avez que la série est convergente, le critère de Cauchy est vérifié, donc vous avez la convergence de ça vers 0. Si vous avez la convergence de ça vers 0, ça veut dire que ça aussi, ça tend vers 0. Alors ça, c'est quoi? C'est la valeur d'une série. Quand vous considérez cette série-là, cette somme partielle, vous prenez la somme partielle de 0 jusqu'à Q, moins la somme partielle de 0 jusqu'à P-1 de la norme de UN carré, et bien là, vous avez le critère de Cauchy qui va être vérifié, puisque ça va tendre vers 0 lorsque P et Q tendent vers l'infini. Donc, critère de Cauchy pour l'un est vérifié, si et seulement si le critère de Cauchy pour l'autre est vérifié. Donc, c'est ça, en fait, qui fait marcher la preuve. Hein. Donc, du coup, on a
très facilement les deux sens qui sont prouvés, puisque l'autre sens, c'est simplement de la même façon, on part de la même égalité, on part de cette égalité-là, et puis si on suppose que là, ça converge vers 0, ben, ça veut dire que ça aussi, ça tend vers 0. Ok, donc très bien, on a cette chose-là, et du coup, ça va nous permettre en fait de définir, enfin, en tout cas, on va l'utiliser un petit peu plus tard, mais pour le moment, on va regarder une chose qui va être effectivement la projection. On va voir la conséquence de ça sur les projections. Et avant de projeter et de définir sur une base, on va définir déjà une projection sur un sous-espace fermé d'un espace de Hilbert. Donc on va définir d'un côté, une fois que vous avez un sous-espace grand F qui est fermé, de grand H, eh bien on va définir l'ensemble qui est l'orthogonale de F. L'orthogonale de F, il est là. C'est l'ensemble des G tels que F scalaire G est égal à 0 pour tout élément petit f de grand F. D'accord ? Donc ça, c'est-à-dire que G est dans l'orthogonale de F. Donc on montre que c'est un sous-espace fermé lui aussi. Et ce sous-espace fermé qu'on appelle supplémentaire orthogonale de F va être tel que vous allez avoir la chose suivante. Si vous prenez un élément quelconque de H, il se décompose de façon unique en petit f et G, où G, petit f, est un élément de grand F et G, un élément de grand F orthogonal. Donc on a une représentation d'un élément de votre espace de Hilbert en une somme de deux termes. L'un est dans F et l'autre est dans F orthogonal. Et donc, chaque couple est unique. C'est-à-dire H est représenté par un couple unique de F et de G, où l'un est dans grand F et l'autre dans grand F orthogonal. Voilà ce qu'on écrit de façon ensembliste sous la forme grand H et une somme directe orthogonale entre l'ensemble grand F et l'ensemble grand F orthogonal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, quand vous voulez projeter H sur F, comment je vais faire ? Je vais dire que la projection de H sur grand F, c'est l'unique point petit f, tel que H moins petit f est orthogonal à tout élément de f tilde. Donc du coup, si vous appelez ça G, vous savez bien que H est égal à H moins F plus F. Et donc là, vous avez votre élément que vous avez appelé G, qui appartient à F orthogonal, et votre élément qui appartient à F. Donc vous avez une décomposition unique de H en un couple F et G, l'un appartenant à F et l'autre à F orthogonal. Donc cette condition est vraiment souvent utilisée dans la pratique pour caractériser une projection. Alors, si vous avez un ensemble A, un sous-ensemble A de l'espace de Hilbert H, qui est tel que quand vous considérez le sous-espace vectoriel engendré par les éléments de A, le plus petit sous-espace qui contient tous les éléments de A, et que ce sous-espace vectoriel, en fait, s'avère être dense dans H, à ce moment-là, on dit que l'espace est total. Pourquoi ça nous intéresse, des espaces qui sont totaux ? C'est parce que ça va être le bon cadre dans lequel on va construire des bases. Donc on a besoin d'une autre définition. On va dire qu'un espace de Hilbert est dit séparable s'il existe une famille qui va être dénombrable et dense. D'accord ? Donc à ce moment-là, on appelle base orthonormée, base orthonormale de H, une suite de EJ qui va constituer un système total, c'est-à-dire que ça va être une suite de EJ dénombrable et dense, tel que, en plus, vous avez le critère d'orthonormalité. Attention, en dimension infinie, on demande que l'espace des combinaisons linéaires, au lieu de représenter tout point par une combinaison linéaire des EJ de la base,
eh bien, on va pas pouvoir le faire, hein. Ça ne peut pas être une propriété qui est vérifiée en dimension infinie. Par contre, on va utiliser une propriété de densité, c'est-à-dire qu'il peut être approché à epsilon près par une combinaison linéaire des EJ. D'accord? Donc, un petit résultat, c'est que dans tout espace de Hilbert admettant une famille dénombrable dense, c'est-à-dire des espaces de Hilbert dits séparables, d'accord, il existe toujours une base hilbertienne. C'est-à-dire on peut s'arranger pour avoir une famille dénombrable, orthonormée, qui soit dense dans votre espace de Hilbert. Et évidemment, ce qui nous intéresse dans cette famille, cette base orthonormée, c'est ce théorème de représentation qui est peut-être le théorème le plus important, sur lequel, plus important du chapitre, on va dire, qui est de dire que quand vous prenez une fonction, enfin pas une fonction, un élément de grand H, de votre espace de Hilbert, eh bien, vous avez une décomposition unique dans votre base hilbertienne, devant les EJ, avec des coefficients qui sont Cj de f, avec donc une représentation de f en fonction des Cj, ou bien des Cj de f en fonction de f. D'accord? Donc f s'écrit comme la somme des Cj de f EJ, et réciproquement, vous pouvez utiliser l'autre écriture qui est de dire que Cj de f, c'est en fait le produit scalaire entre f et EJ. D'accord? Et quand on regarde cette norme de fj au carré, quand on développe, eh bien, on a une écriture aussi de la norme de f au carré comme la somme des carrés de ses coefficients. Et ça, tout simplement, c'est une relation qu'on appelle la relation de Bessel-Parseval, mais qui est une relation de Pythagore, en fait. Parce que quand vous prenez f, vous avez tout ça, vous avez toute cette série que vous allez élever au carré, donc vous allez développer cette série, et vous allez avoir la somme des normes au carré, qui va vous faire apparaître ces coefficients au carré là, et puis vous avez les doubles produits. Et les doubles produits, ben, à cause, ou grâce à, plutôt, l'orthogonalité de EJ scalaire EK, ça fait 0. Grâce à l'orthogonalité de EJ scalaire EK fait 0. Voilà. Donc très bien, et réciproquement, étant donné des scalaires gamma 1, gamma, etc., eh bien, si vous avez que la somme des gamma j au carré est inférieure à l'infini, alors cette série-là va converger dans H, et la somme f, qu'on note f, va être telle que les coefficients de f vont exactement être égaux à Cj. D'accord. Donc voilà. Du coup, quand on est dans un espace de Hilbert qui est séparable, là on est content, parce qu'on peut représenter tout élément de cet espace de Hilbert par une suite de coefficients alpha j avec la somme des carrés de ces coefficients qui est inférieure à l'infini. Donc ça, c'est une représentation de votre série, et ça, c'est bien pratique parce que plutôt que de représenter, plutôt que de travailler avec un élément de votre espace de Hilbert, vous pouvez travailler avec une suite de réels qui sont les coefficients de votre décomposition sur une base. D'accord? Et cette suite de réels est telle que cette suite infinie, et c'est la somme des carrés, est inférieure à l'infini. D'accord? Bon, un petit commentaire, c'est que dans le 2i, par exemple, le fait que la somme des gamma j, EJ est convergente, eh bien ça, étant donné que vous avez des EJ qui sont qui forment une base orthonormée, les gamma j, EJ vont être orthogonaux, et comme on a des vecteurs qui sont orthogonaux, on a une convergence de la série si et seulement si vous avez la convergence des normes au carré. C'est la première proposition de cet amphi. D'accord? Si je reviens juste 2 minutes sur la première proposition de cet amphi, on avait vu ça. D'accord? La somme des normes de un au carré est convergente si et seulement si la somme des un est convergente. Donc, on a vraiment quelque chose que l'on peut recoller, enfin on peut recoller avec ce qu'on a vu en tout début de cet amphi. Bien, continuons. Donc on avait avancé, on avait dépassé ça. Hop.
Donc je passe la preuve, hein, vous pouvez la regarder tranquillement sur les transparents, et on va continuer avec la deuxième partie de cette vidéo, qui va concerner les espaces fonctionnels classiques. Donc vous avez un certain nombre d'espaces fonctionnels classiques, le support d'une fonction, les espaces L1, L2, L infini, les séries de Fourier. Donc les espaces fonctionnels classiques, on a L1, L2, L infini. Attention, ici L1, L2 vont être pris par rapport à une mesure qui est la mesure de Lebesgue, mais on pourrait définir dans d'autres circonstances L1 et L2 par rapport à une mesure de référence qui est une mesure, pas forcément de la mesure de Lebesgue, hein. Ça peut être d'autres mesures, la mesure de Dirac, puis d'autres mesures aussi. Mais ce n'est pas ça qu'on fait dans le cadre de ce cours. Voilà. Dans le cadre de ce cours, c'est uniquement par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors, tout d'abord, on va parler de support. Qu'est-ce que c'est le support? On va regarder l'ensemble des x pour lesquels f de x est différent de 0. Et si vous prenez le plus petit fermé qu'il contient, c'est ce qu'on appelle l'adhérence, eh bien, l'adhérence de cet ensemble-là est appelé le support de f. D'accord? On rappelle juste que l'adhérence d'un ensemble, c'est tout simplement le plus petit fermé qui contient cet ensemble. Voilà. Donc là, rien de plus qu'une définition. Alors, par exemple, pour essayer de comprendre un peu cette définition, regardons le support d'une fonction qui est la fonction indicatrice sur 0,1, où on a inclus la borne 0 dans l'intervalle, mais pas la borne 1. Donc c'est 0, 1, ouvert en 1. À ce moment-là, si vous regardez le support de l'indicatrice de 0,1, c'est quoi les x pour lesquels l'indicatrice de 0,1 est différente de 0? C'est l'intervalle 0,1. Mais l'intervalle ouvert. Enfin, je veux dire ouvert en 1. Donc je dois regarder le plus petit fermé qui contient l'intervalle 0,1. Et ça, c'est tout simplement le segment 0,1. D'accord? Donc le support de cette indicatrice-là vaut le segment 0,1. Maintenant, passons au support de la fonction caractéristique des rationnels, et on se rend compte que ce support-là est bien entendu égal à R. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'espace L1, qui est intégrable au sens de Lebesgue, peut être muni de cette norme-là? Donc la réponse est non. Pourquoi non? Parce que l'indicatrice de Q, si vous regardez l'indicatrice de Q, c'est l'intégrale de l'indicatrice de Q en valeur absolue dt. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intégrale de l'indicatrice de Q? Donc ça, c'est pareil que l'intégrale de l'indicatrice de Q dt. Donc ça, c'est la mesure de Lebesgue de l'ensemble Q. La mesure de Lebesgue d'un ensemble qui est dénombrable d'une façon générale, ça vaut 0. Donc la mesure de Lebesgue de Q, ça fait 0. Donc finalement, on a la norme de l'indicatrice de Q qui est égale à 0. Donc, alors que l'indicatrice de Q n'est pas la fonction nulle. Donc effectivement, on ne peut pas, tel quel, définir L1 et munir L1 de cette norme-là. Donc comment on fait? On va identifier les fonctions qui sont égales presque partout. Donc en termes mathématiques, c'est travailler avec une relation d'équivalence. F est en relation avec G si et seulement si F est égal à G presque partout. C'est-à-dire que la mesure de l'ensemble des x pour lequel f de x est différent de g de x, la mesure de cet ensemble-là est nulle. D'accord? Et du coup, on va, sur cette classe d'équivalence, munir en fait un élément, enfin, sur l'ensemble des classes d'équivalence, vous allez le munir d'une norme qui est effectivement la norme L1. D'accord? Donc on note L1 de R, tout simplement l'ensemble des classes d'équivalence des fonctions intégrables, et on va munir ça de la norme L1, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le définit maintenant ici. L'espace L1 de Rn, c'est l'espace des fonctions sommables pour la relation d'équivalence f est égal à g presque partout, et muni de cette norme-là,
on a L1 qui est un espace de Banach, d'une part, et d'autre part, on peut aussi avoir quelque chose d'intéressant qui est de dire que si vous avez un élément de L1 quelconque, d'accord, si vous avez F qui appartient à L1 de Rn, eh bien, vous pouvez approcher F à epsilon près, quelle que soit la valeur de epsilon, vous pouvez l'approcher par des fonctions qui sont continues à support compact. Donc quand je dis on peut l'approcher à epsilon près, ça veut dire que f moins une certaine fonction continue à support compact en norme 1 est inférieure à epsilon. Donc on a travaillé avec cette norme-là et on peut donc l'approcher au sens de cette norme-là par des fonctions qui sont continues à support compact. Donc si vous voulez, en conséquence pratique, ça veut dire que quand vous avez une propriété sur L1 à prouver, plutôt que de prouver pour tout élément de petit f appartient à L1, vous allez d'abord la prouver pour des fonctions qui sont continues à support compact, puis essayer de généraliser votre résultat à des fonctions de L1. Bien, quand on écrit fj tend vers f dans L1, ça signifie qu'on a une convergence en moyenne, si on veut. Alors, en fait, ça va donner aussi, ça va impliquer une convergence presque partout, mais pas à condition, en fait, de prendre non pas J, Fj, mais une sous-suite. Donc pour une sous-suite d'indices, donc F indice JK, eh bien on va pouvoir avoir F indice JK de X qui tend vers F de X. Presque partout par rapport à X. Voilà. Donc il y a effectivement une petite preuve par rapport à ça. Regardez là, elle est intéressante. Donc on va dire 2 mots dans cette vidéo, mais je vous encourage en fait à regarder la preuve dans les transparents version PDF, ou bien à regarder en fait la preuve dans le polycopier, parce que ça nécessite un peu plus de réflexion, enfin de temporisation. On doit méditer un peu les choses un peu plus longuement. Mais l'idée est la suivante. Donc on a Fj qui tend vers F dans L1. On va essayer d'extraire de Fj une sous-suite qui va converger presque partout. Comment je fais? Je note Gk, F indice Jk, de telle sorte que Gk plus 1 moins Gk va être une série convergente. Donc Gk moins 1 moins Gk, vous faites Gk moins 1 moins F, F moins Gk, et vous avez choisi en fait les F indice Jk tels que ça c'est inférieur à 2 puissance moins k. Pourquoi on a toujours le droit de le faire? Parce que pour tout epsilon, étant donné que f c'est la limite des fj, vous allez trouver pour tout epsilon, étant donné que vous posez votre epsilon est égal à 2 puissance moins k, vous allez trouver un indice suffisamment grand tel que f indice jk moins f est inférieur à 2 puissance moins k. D'accord? Et quand vous faites ça, vous pouvez vous arranger pour que vos jk soient croissants et vous avez donc extrait votre suite. Donc à partir du moment où gk plus 1 moins gk est une série convergente, vous allez avoir la convergence de cette série-là. Pourquoi? Parce que ici, vous avez pris la norme de gk plus 1 moins gk. Donc cette série est normalement convergente. Si elle est normalement convergente, eh bien, comme on est dans un espace de Hilbert, donc un espace de Banach, vous savez que cette série-là est convergente. Si cette série-là est convergente, quand vous regardez cette intégrale de la somme des normes de fk, d'accord, ça vous donne en permutation intégrale et somme, comme étant la somme des normes de gk plus 1 moins gk, et on a dit que ça, c'est inférieur à l'infini. D'accord? Donc cette intégrale-là est inférieure à l'infini. Donc, cette série-là est absolument convergente pour presque tout x. Donc si elle est absolument convergente, elle est en particulier convergente. Donc cette série-là est convergente pour presque tout x, donc la limite de gk de x existe presque partout. Voilà, j'ai peut-être été un peu rapide sur cette preuve, mais regardez-la tranquillement, elle est vraiment intéressante. Je vous encourage à revoir peut-être cette vidéo à tête reposée plus tard, ou bien à aller voir les transparents. Eh bien, pour L1, c'est plié, donc on passe maintenant à L2. Pour L2, de nouveau, on va travailler avec la relation d'équivalence F est égale à G presque partout
est équivalent à dire que f est en relation avec g, et muni du produit scalaire f scalaire g, qu'on définit comme étant l'intégrale de f fois g bar, eh bien L2 devient un espace de Hilbert séparable, donc admettant une famille dénombrable dense. Et du coup, on pourra construire ensuite une famille dénombrable dense orthonormée par un procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, et donc avoir une base orthonormée, et donc faire notre projection et représenter donc tout élément de votre espace de Hilbert en une suite de coefficients sur une base orthonormée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et de nouveau, vous avez que les fonctions continues à support compact, on savait qu'ils étaient denses dans L1, ils sont aussi denses dans L2. C'est-à-dire que tout élément de L2 peut être approché de façon epsilonesque par une fonction continue à support compact au sens de la norme L2. D'accord? Donc on a de nouveau cette caractérisation très simple et très pratique. Donc maintenant, on va passer au sup essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un sup essentiel? Le sup d'une fonction f, c'est défini comme ça. C'est le plus petit des majorants. Donc le sup de f, c'est le plus petit des a pour lesquels f de x est inférieur ou égal à a, pour tout x. Bon, ça s'écrit aussi le plus petit des a pour lequel, si je regarde des f de x qui sont plus grands que a, eh bien, il n'y en a pas. D'accord? Donc, le sup de f, c'est comme ça que ça s'écrit. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le sup essentiel? C'est plutôt que de dire que cet ensemble-là est vide, on va dire que cet ensemble-là, il est de mesure nulle. Donc, le sup essentiel de f, c'est l'inf des a, tel que l'ensemble des f de x plus grand que a strictement, au lieu d'être vide, il est de mesure nulle. D'accord? En d'autres termes, le sup essentiel, c'est le plus petit a pour lequel cet ensemble-là est de mesure nulle. Un exemple, ça nous permet en fait de dire que, vous voyez, regardons f est égal à 0, c'est la fonction nulle. Regardons la fonction g de x, qui est x si x est rationnel, et 0 si x est irrationnel. Vous voyez que f est borné, mais g n'est pas borné. F est égal à g presque partout, d'accord? Parce que les endroits où ils ne sont pas égaux, c'est sur Q. Enfin, on a g de x qui est nul pour tout x irrationnel. D'accord? Donc g de x est égal à f pour tout x irrationnel. Donc les endroits où ils sont différents, c'est sur Q à partir du moment où vous avez un x qui est non nul. Donc sur Q étoile en fait, très, très précisément. Donc on a deux fonctions qui sont égaux presque partout, et l'un est de sup fini et l'autre de sup infini. Mais par contre, si vous regardez l'essentiel sup de G, là on va se rendre compte que l'essentiel sup de G, c'est 0 aussi. C'est-à-dire que l'essentiel sup, c'est une notion qui est la même pour tout élément de la même classe d'équivalence. Si vous prenez l'essentiel sup d'une fonction f et l'essentiel sup d'une fonction g, à partir du moment où f et g sont égales, des fonctions qui sont égales presque partout, eh bien leur essentiel sup est la même. Finalement, pour cette relation d'équivalence, donc toujours la même relation d'équivalence, si on regarde L infini, on munit de cette norme-là, qui est le sup essentiel de la valeur absolue de f, eh bien, on a un espace de Banach. Vous voyez que L1, L infini sont des espaces de Banach, L2, c'est un espace de Hilbert. Sachant que pour L2, on a vraiment un produit scalaire naturel. Pour L1, L infini, on a un espace vectoriel normé complet, mais on n'a pas de produit scalaire. Donc c'est pour ça qu'on reste avec un espace de Banach et non pas avec un espace de Hilbert. Alors une fois qu'on a compris tout ça, vraiment les séries de Fourier, ça va venir très simplement comme application. Donc on va s'intéresser à des fonctions qui sont périodiques, de période grand T, d'accord, avec un produit scalaire qu'on peut mettre ici. Soit vous mettez l'intégrale de 0 à grand T, et puis sur certains textes, on va avoir 1 sur grand T, donc c'est sans importance. On peut avoir ce facteur 1 sur grand T, mais on n'est pas obligé. Donc ça, c'est le produit scalaire que vous allez mettre dessus.
Et vous allez considérer des fonctions qui sont t périodiques, et là-dessus, vous allez obtenir que les L2 de t, munis de ce produit scalaire-là, est en fait un espace de Hilbert. Cet espace de Hilbert va être séparable et avec une base hilbertienne qui va être donnée par les fonctions exponentielles. Et donc, sur les fonctions qui sont... donc, si je reprends L2 de t, c'est-à-dire des fonctions qui sont localement carré sommables, c'est-à-dire que l'intégrale sur tout compact de f de t au carré dt est inférieur à l'infini, eh bien pour ces fonctions-là, on a une représentation sur la base trigonométrique qui est ici, qui est simplement la décomposition sur la base trigonométrique, et on a vu que comme c'est un espace de Hilbert, la décomposition est valable pour la base hilbertienne exponentielle de ip oméga t. Donc avec une écriture de f en fonction des coefficients, ou des coefficients en fonction de f, les CF étant une série carrée sommable, et la somme des carrés des coefficients est tout simplement la norme de f, hein, la norme de f au carré. Ça, c'est l'égalité de Bessel-Parseval, qui est aussi finalement une formule de Pythagore généralisée. Bien, donc réciproquement, comme dans le terme de projection, on a une réciproque. Si on se donne des scalaires qui sont carrés intégrables, eh bien, la série, la somme des gamma p exponentielle de ip oméga t, eh bien, on se rend compte que cette série est parfaitement définie, elle converge par rapport à la norme 2, donc en moyenne quadratique, vers une fonction f, et telle que cette fonction f, si on regarde ses coefficients sur cette base orthonormée, eh bien, ça correspond exactement à gamma p. Enfin, pour terminer, on a le théorème de Dirichlet, parce que c'est très bien jusqu'à présent l'écriture, mais c'est une écriture L2. Maintenant, on aimerait bien avoir une écriture plus pour tout x, d'accord? Eh bien, si on regarde Sn de f, donc là, je regarde en fait des fonctions qui sont périodiques, t périodiques, d'accord? Et on va regarder simplement la situation. Je représente en fait dans ce théorème la situation très simple où elles sont impériodiques, mais après on va pouvoir aussi regarder des fonctions qui sont t périodiques, avec une période qui n'est pas forcément 1, d'accord? Si on regarde Sn de f, donc on regarde une somme là-dessus, avec un coefficient de Fourier qui est celui-là, eh bien, donc là c'est Cn de f, hein, si vous voulez. Si vous avez une fonction qui est impériodique et localement intégrable, donc pas carré intégrable, mais localement intégrable, et si en plus f est C1 par morceau, donc pas nécessairement continu, mais en fait il est C1 par morceau, donc on a une subdivision dans laquelle elle est C1 sur l'ouvert de la subdivision avec une limite à gauche et une limite à droite, et bien vous avez la limite de cette série-là qui, lorsque n tend vers l'infini, va converger, et non pas vers f de x, mais f de x plus f de x moins divisé par 2. Voilà. Donc là, ça nous donne ça, et simplement, pour finir, je vais vous donner simplement ce qu'il faut retenir de ce cours qui est un petit peu long, qui se déroule en fait sur deux séances d'amphi. Donc, on a vu la décomposition sur une base, le théorème de Bessel-Parseval, l'espace L2 qui est de Hilbert, les espaces L1 et L infini qui sont de Banach, les fonctions continues à support compact qui sont denses dans L1 et dans L2, et puis on a vu les séries de Fourier avec une écriture qui est décomposition dans une base pour des fonctions qui sont périodiques, localement carré intégrables, et pour des fonctions qui sont périodiques, localement simplement intégrables, on peut avoir une représentation de la série de Fourier. La limite de la série de Fourier, ça va être la somme des Sn de f, ça va être égal à, vous allez pouvoir récupérer f de x, en tout point où f est continu, hein, si vous avez ici
ici c'est la, je ne sais pas si je l'ai défini tout à l'heure, mais ici c'est la limite à gauche, pardon, c'est ici vous avez la limite à gauche, hein, donc c'est la limite de f de y lorsque y tend vers x, y étant inférieur à x, donc là c'est f de x moins, ça c'est la limite à droite, donc la demi-somme de la limite à gauche et la limite à droite, une sorte de régularisé, hein, eh bien ça donne la même chose si vous avez f qui est continu, d'accord, au point x. Mais si f n'est pas continu, ça donne quand même quelque chose qui est simplement la régularisée, c'est-à-dire la moyenne entre la limite à gauche et la limite à droite. D'accord. Donc cette série-là, en fait, redonne f de x. Donc on a une écriture de f de x, presque f de x, d'accord. La régularisée de f s'écrit comme cette série-là, dont on ne sait pas si elle converge, hein, on sait juste la limite lorsque n tend vers l'infini, elle existe. D'accord. Mais ce n'est pas une série qui est convergente dans le sens où... enfin si, elle est convergente pour tout x. D'accord. Et lorsque n tend vers l'infini. Mais ce n'est pas convergence au sens de la norme L1. D'accord. Mais c'est à x fixé. Ok, voilà. Donc merci de votre attention. Donc on a fini pour ce cours, pour ce chapitre-là, qui donc s'est étalé sur 2 amphis différents. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.